Je m'appelle Thomas Platzak, je suis professeur à l'Université Paris Diderot. Je voudrais parler aujourd'hui de mon domaine de recherche qui est la physique de neutrinos expérimentale. Qu'est-ce que c'est un neutrino? Le neutrino, c'est une particule élémentaire, comme l'électron, qui nous est peut-être un peu plus familial, parce que l'électron est un constituant de la matière. Tous les atomes ont des électrons. Et beaucoup de neutrinos sont tout autour de nous. Pour vous donner un exemple, actuellement, nous sommes traversés tout le temps par 60 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde. Tout le temps, tout le temps. Et donc ça, c'est des neutrinos qui nous viennent de notre astre le plus proche, le Soleil. Il y a autres neutrinos dans l'univers qui viennent des explosions de supernovae, par exemple. Mais aussi beaucoup plus proche encore, beaucoup d'éléments sur notre planète ne sont pas stables, ils se désintègrent. Ça, c'est la radioactivité naturelle. Et dans cette radioactivité naturelle, nous avons une désintégration spécifique qui s'appelle la désintégration bêta. Et cette désintégration bêta est liée à une émission d'un électron et d'un neutrino. Et donc, nous avons ces neutrinos un peu partout. Et c'est d'ailleurs par les observations sur cette désintégration bêta, vers 1930, que Pauli a eu l'idée d'introduire cette particule parce qu'on ne pouvait pas expliquer la désintégration bêta dans le temps sans le neutrino. Alors, malgré le fait que le neutrino est tout autour de nous et sa proposition ou la proposition d'existence, ça date déjà de 1930, on ne connaît pas encore toutes les propriétés de neutrinos et la façon dont ils interagissent. Notamment en physique des particules, nous avons une théorie qui s'appelle le modèle standard de la physique particule qui décrit toutes les interactions. Et on voit aujourd'hui, à travers des neutrinos, qu'il y a d'autres interactions qui sont vues justement dans la recherche sur le neutrino. Et notamment un phénomène qui n'est pas du tout prévu par le modèle standard, qui sont ces transformations dans différentes familles. Donc vous avez un neutrino donné créé à la source, par exemple un neutrino muonique, et pendant son voyage en espace-temps vers un détecteur, il se transforme dans une autre famille. Il devient un neutrino électronique ou un neutrino tau. Et cette transformation, c'est ça qu'on appelle les oscillations, parce que ça vient un neutrino électron, ça revient un neutrino mu, etc., etc. Et ce phénomène-là, il n'est pas du tout prédit par cette théorie et inclus. Donc ça, c'est notre fenêtre, si vous voulez, vers la nécessité d'avoir une théorie beaucoup plus complexe, disons avec des concepts très différents de ce que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est un des intérêts de la recherche sur le neutrino. L'autre, c'est ses propriétés intrinsèques, notamment la masse. Là encore, dans la physique, dans ce modèle standard de la physique des particules, il n'a pas de masse, il a une masse zéro. Mais encore aujourd'hui, on sait qu'il est massif parce qu'on ne peut pas avoir les oscillations sans le neutrino à une masse. Donc ça, c'est quand même, ça met en question des paramètres très fondamentaux sur le neutrino et on ne connaît pas. Après, le neutrino peut jouer, ou très certainement joue un rôle dans la formation de notre univers. Notamment dans les tout premiers instants, il est quasi sûr aujourd'hui que le neutrino a contribué sur la formation de nos galaxies, de nos étoiles, etc. Et la théorie de Big Bang, aujourd'hui largement acceptée, a quand même encore quelques questions ouvertes, notamment la partie dite inflationnaire, où il y avait une grande annihilation entre la matière et l'antimatière. Et c'est quasi sûr aujourd'hui que le neutrino a joué un rôle là-dedans. On ne connaît pas encore la réponse comment et pourquoi, mais c'est une piste qui est très intéressante et surtout une piste accessible avec des nouveaux équipements, des nouveaux détecteurs.
Il y a pas mal de scientifiques qui s'intéressent à ces questions sur le neutrino au plan international. Ça bouillotte un peu partout au monde, et notamment aux États-Unis. L'Académie des sciences a proposé 11 questions les plus fondamentales de notre époque dans notre domaine de recherche. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs expériences en cours sur la physique de neutrinos. C'est notamment des expériences auprès des accélérateurs de particules qui regardent ces oscillations que je mentionnais un peu avant. On voit aujourd'hui aussi que ces expériences ont leurs limites, simplement parce que la taille des détecteurs, la puissance des faisceaux arrive à un certain seuil. Et donc il faut, pour avancer dans cette recherche, avoir de nouvelles idées pour un nouvel type de détecteur et de nouvelles faisceaux. Et c'est justement ça que nous avons mis en place en Europe à travers un programme Laguna. Ce programme européen a pour but de construire un observatoire de neutrinos de prochaine génération. Il faut savoir d'une telle expérience, aujourd'hui, vous avez besoin au moins 10 ans pour le construire et après au moins 10 à 20 ans pour l'exploiter. Donc c'est des projets à très très long terme, très complexes, avec des multiples buts en termes de recherche. Nous avons des recherches sur les propriétés intrinsèques du neutrino qui sont liées notamment à des neutrinos issus du faisceau, donc créés par les hommes, où on connaît tous les ingrédients comme l'énergie, l'intensité d'un tel faisceau. On peut donc mesurer, tester et vérifier beaucoup d'hypothèses théoriques d'aujourd'hui, notamment tous les paramètres qui conduisent l'oscillation de neutrinos, qui sont décrits par plusieurs paramètres qu'il faut donc connaître, mais aussi avoir la possibilité de découvrir autres phénomènes soupçonnés d'exister, mais qui ne sont pas du tout mis en évidence. Notamment qu'éventuellement, il y a une asymétrie quand vous regardez notre univers dans un miroir. Et cette asymétrie, nous appelons ça la violation CP. Si vous regardez notre matière dans un miroir, vous devrez trouver exactement les mêmes lois de physique. L'existence de cette oscillation de neutrinos nous amène à penser que ce n'est peut-être pas tout à fait la vérité et qu'il faut vérifier cette hypothèse que notre univers est asymétrique, qui peut être donc lié aux propriétés intrinsèques du neutrino. Aujourd'hui, je suis en train de monter le prochain détecteur, la prochaine manip sur cette physique de neutrinos. La première partie de ce programme commençait en 2008 pour étudier en fait en Europe des sites capables d'accueillir un tel détecteur. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Je vais vous donner simplement des dimensions de ce type d'observatoire. Nous cherchons des détecteurs d'une taille de cathédrale à peu près de 70 mètres en diamètre fois 100 mètres de haut. Donc vous voyez, c'est des véritables cathédrales qu'il faut construire et instrumenter, donc c'est des choses très complexes. Et en plus, il faut s'abriter des rayons cosmiques qui nous tombent dessus en permanence. Donc il faut s'enterrer très profondément, souterrain. Et ça, c'est jamais fait. De telles cavités artificiellement construire donc un laboratoire souterrain à des profondeurs de typiquement 1000 à 1700 mètres, c'est un challenge en soi pour la stabilité, pour la sécurité, etc. Nous sommes de l'ordre de 300 physiciens et ingénieurs de 13 pays et de 39 institutions de recherche et de l'industrie. Ça, c'est la première partie du programme européen qui a regardé pendant 3 ans 7 sites un peu partout en Europe
avec des différentes profondeurs, différents paramètres d'accès. Par exemple, vous avez des mines, vous avez des tunnels. Donc ça change bien sûr la façon dont vous pouvez construire un tel détecteur dans ces sites. Et après ce programme-là, nous avons trouvé 2 sites qui sont nos préférences. Et ça, c'était déjà là une belle réussite parce que, bien sûr, chaque pays qui propose un site aimerait avoir le site sélectionné. Et donc, là aussi, l'enjeu qui nous rassemble, c'est la science, c'est le but scientifique et quel est le meilleur site, le meilleur adapté à ce but-là. Donc, nous avons 2 sites qui restent. Et ces 2 sites sont une en Finlande, donc très très loin de nous, à peu près à 2500 km, et une très proche, ici en France, dans le tunnel de Fréjus. La suite de ce programme est le programme Laguna LBNO qui est en cours actuellement, en fait depuis le 1er septembre 2011 pour 3 ans, et de trouver la meilleure façon de détecter ces neutrinos. Alors nous avons 3 options. La première, c'est un détecteur à la base de l'eau, tout simplement, qui est vu par ce qu'on appelle des photomultiplicateurs. C'est des appareils qui détectent la lumière. Et la manifestation d'un neutrino, ça sera une lumière bleue, une espèce de cône de lumière bleue qui va être projetée sur le paroi de ce détecteur et qui nous renseigne sur l'énergie, la direction, etc. de cette réaction, et donc sur le neutrino. La deuxième proposition, c'est un détecteur à la base de scintillateurs liquides. C'est donc le lepton chargé issu de la réaction va exciter ce scintillateur qui va à son tour émettre la lumière. Et là aussi, les photomultiplicateurs, donc les détecteurs de lumière, vont capter tous ces photons, toute cette lumière, et nous renseigner sur la direction et l'énergie de cette interaction. Et le troisième candidat se basait sur de l'argon liquide, donc un gaz noble mais liquéfié, très très froid. C'est un énorme frigo qu'il faut fabriquer. Et là, une particule chargée, donc issue de cette réaction de neutrinos, va ioniser ce médium, c'est-à-dire il va créer de tout petits bulles de ions et des électrons. Et c'est ça qu'on va détecter avec des plans de fil, en fait, comme la chambre de Charpak. Et donc, dans le programme Laguna, nous sommes en train de mettre tous les paramètres sur la table, aussi bien au niveau des cavernes, au niveau des détecteurs, au niveau des coûts, au niveau de la performance physique, pour trouver la meilleure solution, la mieux adaptée pour le but de recherche que nous avons fixé. Bien sûr, dans une telle expérience qui veut s'affranchir en fait des frontières de tout ce qu'on connaît et tout ce qu'il existe, pas toutes les solutions technologiques existent. Donc il y a aussi un développement qui profite à l'industrie après pour améliorer leurs propres produits dans leur rayon d'action. C'est pour ça eux aussi ils sont très intéressés à une telle collaboration. Et bien sûr aussi, ça montre bien que la recherche fondamentale coûte certes assez cher. Là, on parle d'un projet de plusieurs centaines de millions d'euros sur plusieurs décennies et partagé parmi beaucoup de pays. Là, nous avons 13 pays européens. Probablement, il y a plus encore au monde qui va nous joindre si notre projet aboutisse. Et donc, le coût est déjà divisé par tous ces partenaires. Et après, l'infrastructure elle-même, les détecteurs et l'équipement de ces détecteurs avec l'électronique va être fait par les industriels. Et donc là, on a tout de suite une retombée directe dans le tissu socio-économique, c'est-à-dire c'est des emplois, c'est le développement pour les produits qui sont des retombées pour nos partenaires industriels. Et donc la recherche fondamentale, à part d'avancer dans notre connaissance des lois les plus fondamentales dans la nature, qui nous intéressent en tant que physiciens, nous avons toujours cette injection de savoir-faire et de l'argent dans le tissu d'emploi d'industrie.
Et c'est ça, je trouve, une dimension extrêmement intéressante aussi dans cette approche de recherche, parce que vous avez certes une compétition acharnée entre les individus, parce que la recherche fondamentale, les gens qui font ça, ils sont créatifs, donc par définition, on est un peu concentré sur nous, nos idées, mais il faut les partager, sinon ce type de projet ne se fait pas. Et ça, tout le monde a compris, et c'est pour ça, dans notre domaine de la physique des particules, la recherche avance, à mon goût aussi, avec cette vitesse grand V, parce que nous travaillons ensemble malgré le fait d'être compétiteurs. Et à chaque moment, on met en cause toutes les idées. Donc on se parle, on évalue les différents projets de l'un de l'autre. Et donc, tous les paramètres, toutes les connaissances sont mises à table, à la disposition de la communauté. Et c'est ça qui fait avancer. Ce n'est pas cacher quelque chose qui fait avancer. La recherche, c'est donner tous les instruments et toute la connaissance pour avancer. C'est ça, si j'ose dire, la noblesse de la recherche.